Bonjour, aujourd'hui on se retrouve à la médiathèque de notre ville, plus précisément au Fonds local, en compagnie de Christiane et de Stéphanie. Bonjour Stéphanie, Bonjour. Pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous sommes là pour parler un petit peu du fonctionnement du fonds local et un petit peu plus de ce qui est un peu méconnu. Et notamment, moi je voudrais faire le point sur les travaux de restauration que la ville et la médiathèque font chaque année. Alors depuis l'année dernière, on a entamé un processus de restauration de tous les registres de dénombrement, c'est-à-dire de recensement. On a 18 registres sur différentes années, depuis, on va dire, le milieu du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est des registres qui sont consultés énormément par les gens qui font des recherches de généalogie et qui sont dans des états en fait de conservation plus ou moins abîmés et qui demandent justement de la restauration. Donc on a ressorti quelques registres. Des registres qui sont sur du papier, du simple papier comme ça, donc qui sont consultables encore en médiathèque mais avec une extrême précaution. On en a d'autres qui ont été reliés à une époque mais qui sont malgré tout, qui demandent malgré tout une restauration dans le futur. Et là, j'ai sorti un registre qui nous est revenu en début d'année, donc qui est parti l'année dernière en restauration. Et on peut voir le travail de restauration qui a été fait. Alors malheureusement, c'était un document qui était très abîmé et on voit, malgré tout, ça a été restauré, mais il y a des manques en fait de papier abîmé. Mais on est content de l'avoir récupéré parce que ce document n'était plus du tout consultable par les gens qui faisaient des recherches de généalogie. Et aujourd'hui, malgré tout, il reste consultable, d'autant plus que dans le processus qu'on a mis en place, on procède aussi à la numérisation des registres. Ce qui fait qu'il y aura de moins en moins de manipulation de registres, donc ce qui permet de renforcer la conservation et puis donc ça rend les registres consultables. Par contre, c'est vrai, ce qu'il faut dire aussi, et ça on ne le sait pas forcément, c'est que ça a un coût. Donc c'est pour ça qu'on fait des plannings en fait pluriannuels. Donc là, cette année, il y a un registre qui est parti en conservation et chaque année, donc la ville et la médiathèque mettent environ entre 3 et 4 000 € pour la restauration. Donc c'est vrai que ça a un coût énorme, mais ça a un intérêt pour la conservation et pour le patrimoine local. Voilà. Après, concernant la restauration, vous avez une obligation de choisir certaines entreprises de restauration ou vous êtes plutôt conseillé? Alors, on travaille effectivement avec des entreprises spécialisées parce que la restauration, c'est aussi donc, faire une reliure, mais c'est aussi nettoyer le papier. On l'a vu tout à l'heure, parfois il y a des agrafes, il y a du scotch. Donc on travaille, aujourd'hui on travaille avec une société de Bordeaux, l'Atelier du Patrimoine, qui est vraiment spécialisée avec des conservateurs, avec voilà, des gens qui sont vraiment spécialisés dans la restauration d'ouvrages anciens. Et qui font un travail vraiment remarquable. C'est aussi le fait, c'est aussi ce qui explique en fait le coût derrière, parce qu'on travaille vraiment avec des entreprises spécialisées et il n'y en a pas énormément en France. Voilà. Je pense qu'on peut continuer avec Madame Bouvard. Alors, plus précisément sur vous. On sait que vous êtes une personne très importante et qui a participé notamment au fait que la bibliothèque s'appelle maintenant une médiathèque. Qu'est-ce que vous pourrez dire justement par rapport au fonds local, que vous êtes encore très présente malgré que vous êtes encore maintenant aujourd'hui en retraite? Voilà, et bien je vais rebondir sur ce qu'a dit Stéphanie en parlant de l'Atelier du Patrimoine, et ça fait de nombreuses années que nous travaillons avec eux et qui nous donne toute satisfaction. Alors nous sommes aujourd'hui dans ce fonds local qui effectivement n'existait pas autrefois, enfin tout au moins sous sa forme constituée, et qui s'est constitué à partir des années, disons, 1980-90, hein, et qui maintenant est devenu, je trouve, très important. Et ici, avec ces registres de dénombrement, on est à la limite aussi entre les archives et le fonds local, parce que c'est quand même deux choses un peu différentes, hein. Je
pense qu'on pourrait définir peut-être ce qu'on entend par fonds local et par archives. Alors, les dénombrements, comme également l'état civil, par exemple, les naissances, les mariages, les décès, comme les cadastres aussi, ce sont des pièces d'archives que la collectivité locale, la ville, est obligée de conserver, de préserver pour le futur. Il y a un côté administratif, obligation légale de conservation. Et puis en même temps, ce sont des documents formidables pour les généalogistes. On y trouve par exemple les métiers exercés par les habitants, tous les habitants qui habitent les différentes rues à un certain moment. Ils sont de plus en plus consultés. Je pense que Fabrice nous le disait également tout à l'heure. Il y a de nombreuses demandes pour l'histoire locale. C'est absolument indispensable. Donc il y a toute une partie comme ça où les archives et le fonds local fonctionnent un petit peu ensemble. Et c'est vrai qu'il faut mener des politiques à long terme parce qu'on s'adresse vraiment, on travaille avec le passé, mais on s'adresse également aux générations futures, je pense. Voilà, alors le fonds local, c'est ce local, très beau local, j'avais admiré en rentrant ces armoires. Ça date de la Banque de France, des années 1920. Et il s'agissait de la salle dite des contentieux, c'est-à-dire où on venait débattre quand il y avait des problèmes et où on conservait les archives de la Banque de France. Donc la salle est restée telle quelle, voilà. Mais elle est trop petite. Elle est trop petite. Donc une partie du fonds local se trouve dans les réserves du sous-sol également. Je pense qu'on y reviendra après. Et si, imaginons, moi, je voudrais faire des recherches sur ma généalogie, quelles sont les démarches pour pouvoir consulter ces documents, justement? Alors, la prise de rendez-vous, je pense, impérativement. La prise de rendez-vous. Surtout dans la situation actuelle. Et puis, ce qui nous permet aussi, comme tout n'est pas justement dans cette pièce, c'est qu'il y a beaucoup de choses au sous-sol, ça permet aussi de préparer les recherches et de pouvoir justement ramener les documents, que ce soit les dénombrements, les cadastres, ou d'autres dossiers qu'on a également au sous-sol, ou des livres, etc. Voilà. Alors, en ce qui concerne précisément l'état civil, il y a aussi une contrainte, c'est qu'il existe un délai de 75 ans pour consulter les registres d'état civil. Sauf, je pense, pour la famille, s'agissant de soi-même, je pense. Mais il y a un délai de 75 ans qui est nécessaire. Donc, voilà. Alors, quand nous avons donc constitué petit à petit ce fonds local, qui a beaucoup grandi, on s'est posé la question de son aire géographique, jusqu'où on allait. Donc, bien sûr, la ville du Cateau, tout ce qui concernait la ville du Cateau, passé, présent, futur, tout y passe. Mais on a décidé aussi d'y adjoindre les communes, les 17 communes autour du Cateau correspondant à l'ancien canton du Cateau. Je dis bien l'ancien parce que le canton du Cateau maintenant a énormément grossi, mais ça n'est pas dans nos moyens de travailler avec toutes ces communes. Il y a la bibliothèque, la médiathèque plutôt de Cambrai qui est beaucoup plus importante que nous. Donc pour la conservation stricte, on se limite au Cateau et à ces 17 communes. Mais on a aussi des ouvrages plus généraux sur le Nord, quand ce sont des ouvrages de référence naturellement, ou des dictionnaires, des encyclopédies, toutes sortes d'ouvrages spécialisés qui peuvent aider à la compréhension du fonds local. Donc voilà pour la zone géographique. Maintenant, de quoi se compose le fonds local? Je dirais de tout. On pense bien sûr livres-revues, bien sûr, avant tout. Je dis revues parce que les articles dans les revues, on y reviendra tout à l'heure avec Jadis en Cambrésis, c'est essentiel. Mais ça peut être des disques, des films, des photographies, des cartes postales, des gravures, des objets, des plans. D'ailleurs, derrière Stéphanie, là, il y a une assiette, peut-être montrer un objet, par exemple, qui est rentré relativement récemment dans le fonds local par don. C'est Thierry Landrin qui nous a fait don. Et c'est un objet, je dirais presque publicitaire, un petit peu curieux, pas très connu. Il s'agit d'une assiette qui représente l'usine Seydoux. Voilà. C'est un tirage, elle a dû être éditée à relativement peu d'exemplaires, donc c'est une curiosité. Voilà, par exemple, un objet du fonds local.
Alors certains sont de grandes dimensions, comme les cadastres, d'autres peuvent être très variés. Si je pense par exemple aux photographies, il y a des photographies de tous les formats, hein, des toutes petites, des très grandes, des photographies avec négatif, sans négatif. Le statut des différents objets qui composent le fond local est assez très varié, très varié. On pourra donner toujours quelques exemples par la suite. Alors tout à l'heure, vous nous parlez de trésors, justement du fond local. Que sont ces trésors? Eh bien, ce sont des documents anciens, rares, et également des documents importants pour l'histoire de la ville, qui ne paient pas de mine quelquefois, mais qui sont vraiment un réservoir de connaissances absolument indispensable. Eh bien, ces documents, on les a rassemblés dans une armoire, hein, où on trouve vraiment les documents les plus précieux. Beaucoup sont rentrés dans les collections relativement récemment, grâce à des dons, grâce aussi à des achats, documents d'occasion. Hein. Alors c'est pas facile les achats parce qu'il faut les négocier. Quelquefois il s'agit de vente aux enchères, ce qui est très compliqué à gérer. Ce sont des sommes exceptionnelles. Hein. On pourra en montrer quelques tout à l'heure. Mais il y a également des documents dont on se sert absolument. Je crois qu'il n'y a pas de semaine, Fabrice, où on ne s'en sert pas. Eh bien ce sont les cartes postales. Voilà, un album de cartes postales. Nous en avons plusieurs. Carte postale, donc uniquement sur la ville du Cateau. Alors des vues générales, des vues de l'hôtel de ville, de l'église, du musée, des différentes rues du Cateau. Hein, il y a un classeur entier consacré aux cartes postales de la Grande Guerre, qui sont malheureusement très nombreuses parce qu'il y a eu beaucoup de destruction. C'est une très belle collection qui s'est constitué petit à petit aussi. Le noyau, ça a été, quand je suis arrivée dans les années 80, la municipalité de l'époque, avec M. Grimaldi, avait répondu à une offre et avait, je ne me souviens plus si c'était par don ou par achat, mais ils avaient eu un premier lot de cartes postales, de 50 cartes postales sur le Cateau. Donc c'était vraiment un noyau de départ. Et puis on a pu faire l'acquisition de plusieurs centaines de cartes postales par la suite à un prix littéralement dérisoire, quand M. Paul Legrand, qui était un historien local qui est maintenant disparu, a quitté le Cateau pour Saint-Quentin. Il a fait don pratiquement de toutes ses collections et on a pu constituer cette collection. Alors depuis, régulièrement, je pense que chaque année, il y a au moins quelques cartes postales qui viennent enrichir cette collection. Mais maintenant, il faut vraiment regarder avant si nous les avons ou pas, oui. Parce que comme les fonds sont riches, alors c'est constamment utilisé, hein, la carte postale, c'est l'image, c'est l'iconographie, c'est bourré de renseignements, et on pourra évoquer ce travail par la suite, bien sûr. La problématique actuelle, c'est de rendre tout ça disponible sur le site patrimoine de la médiathèque. Ça, c'est le travail d'Aurélien, hein, et il se fait en ce moment petit à petit. Alors, vous nous disiez aussi que dans le fonds local, il y a une grande majorité de consultations pour le recensement, mais... Oui. Ce sont les images qui sont souvent demandées, ce qu'on appelle l'iconographie, hein, sous différentes formes. Alors voilà par exemple une des représentations les plus anciennes de la ville du Cateau, puisqu'elle date de 1581, temps troublé, temps de guerre, hein, prise de la ville par le duc d'Alençon. Alors ça a été un don de M. Lucien Durin, cette gravure inestimable pour l'histoire de la ville qu'on a souvent utilisée parce qu'elle est un petit peu, je ne sais pas si elle est complètement réaliste, mais quand même on peut trouver les remparts de la ville, les fortifications, les différents établissements religieux, hein, une gravure de très belle qualité. Bon, j'ai sorti cette gravure, il y en a d'autres, hein, nous avons également pas mal de gravures de notre maréchal Mortier qui est né au Cateau. Alors voilà les dernières acquisitions, très récentes. Hein. Ce sont les uniformes du maréchal et puis des guides du maréchal. Donc ça, c'est le genre de document qui se vend hein, en ce moment sur le net. Enfin, il faut faire très attention aux ventes. Elles sont soigneusement épluchées. Heureusement, nous avons un réseau, enfin on a surtout M. Jean-Marc Caudron qui nous aide beaucoup dans cette veille pour signaler les documents qui réellement valent la peine et sont bien sûr à un prix raisonnable. Alors d'autres gravures sur le maréchal, des combats, des portraits officiels, alors jeunes,
plus âgé. Et puis le portrait qu'on montre toujours du maréchal Mortier, voilà son grand portrait en pied, très connu, avec son uniforme. On a aussi encore une là, voilà. De quoi faire une très belle exposition. Ce sont des documents qui sortent surtout pour la reproduction, et puis lors d'expositions thématiques. On en a déjà fait plusieurs, on en fera encore certainement. Alors un scoop peut-être sur le maréchal Mortier. Un livre va paraître, et même paru, et même fait, je crois. Enfin, il n'est pas sorti, il n'est pas commercialisé, mais on l'aura prochainement, voilà. On l'a commandé. Bien sûr. Et par un spécialiste de l'époque napoléonienne, Alain Pingeard, qui est un auteur de très très grande qualité. Ça, c'est vraiment une chance. Et le maréchal Mortier n'est pas l'un des plus connus des 26 maréchaux de Napoléon. Et je crois qu'il y a encore beaucoup de place pour les recherches sur ce personnage qui reste relativement peu connu. Alors nous conservons également une petite collection de lettres du maréchal Mortier. Bon, la collection n'est pas énorme, mais ce sont des originaux avec quelquefois des gravures, des diplômes. Voilà, le classement est provisoire pour l'instant. Et tout ça sera bien sûr par la suite disponible, déjà plus ou moins disponible sur le site Patrimoine, bien sûr. Il faut soigneusement numériser tout ça. Il faut aussi souvent, ces documents-là demandent à être, je dirais, traduits, parce que l'écriture manuscrite, ça ne se lit pas très facilement, même si c'est lisible. Le fait de le taper, d'avoir un texte dactylographié, c'est quand même beaucoup plus intéressant. C'est sûr. Mais c'est un travail de longue haleine, qui peut être fait aussi grâce à tout un réseau d'historiens locaux. Je pense qu'on peut évoquer aussi les historiens locaux, Thierry Langrand, qui est bien connu de ceux qui regardent régulièrement Beffroi Vision, puisqu'il anime souvent des émissions historiques tout à fait intéressantes. C'est un puits de science. Et il y en a d'autres aussi qui contribuent, chacun à leur manière, à faire avancer. Monsieur Desmarais aussi, spécialisé sur les conflits, et qui a fait des recherches vraiment très pointues, à qui vraiment on peut toujours s'adresser en plus quand il y a des questions un petit peu difficiles, parce que bon, l'équipe de la médiathèque doit gérer le fonds local, et c'est une gestion qui au long cours est très lourde et très complexe. Mais elle ne peut pas vraiment, elle ne fait pas les recherches, elle ne peut pas, c'est pas possible, sauf peut-être pour une exposition, lors d'une exposition, oui, mais les recherches, il revient aux chercheurs de l'affaire, et quelquefois c'est vrai qu'on nous pose des questions un petit peu d'école, et à ce moment-là, il y a tout un réseau d'historiens locaux qui aident qui se mettent bénévolement au service de cette recherche historique et qu'il faut profiter de leur connaissance. Et ça s'enrichit comme ça mutuellement. C'est vraiment très intéressant. Alors d'autres documents près de Stéphanie, peut-être le traité, les fameux traités, deux copies des traités du Cateau, copie de travail. Donc là, on est en 1559. Voilà. Acquise il y a quelques années, une pièce tout à fait exceptionnelle. Le fameux traité du Cateau-Cambrésis. Voilà. Avec les signatures à la fin, des différents. C'est assez émouvant d'avoir ces pages. Non, c'est pas celui-là, c'est vrai que l'autre. Et l'autre, je crois, c'est une copie de travail qui est annotée. On voit des annotations. Voilà. Alors par contre, ce sont des documents qui sont un petit peu plus difficiles pour la consultation.
parce que les historiens amateurs peuvent facilement consulter des documents, je dirais jusqu'au XVIIIe siècle, ça se lit assez facilement. Par contre, quand nous arrivons au XVIe, XVIIe siècle, ou plus ancien, là, ça demande une formation historique, parce que ça devient quand même très compliqué à lire. C'est notamment du vieux français aussi. Oui, c'est un peu difficile, il faut vraiment l'habitude. Alors, vous nous avez aussi parlé du Foncédou. Je vois qu'il y a des documents juste devant moi. Est-ce que vous pourrez nous les décrire, s'il vous plaît? J'en ai sorti quelques-uns, une petite gravure d'un établissement. Il s'agissait d'un petit château familial. C'est une aquarelle familiale qui est entrée par don. Bâtiment qui a disparu aujourd'hui, qui a été remplacé par les logements, qui étaient les anciens bureaux de l'usine Sédou, juste à côté du Palais des Sports, devant le Palais des Sports. Donc, une aquarelle très intéressante, puisqu'elle représente un bâtiment qui a disparu. Voilà. Alors, ce Foncédou, oui, il s'agit d'un fonds particulier. À l'intérieur du fonds local, il y a comme ça ce qu'on appelle des fonds particuliers. Et le Foncédou, c'est, je pense, le plus important. Il est rentré grâce à l'association de la famille Sédou quand elle avait fait son grand rassemblement au Cateau. Ça avait donné lieu à une exposition et qui s'était concrétisée par un petit catalogue, l'édition des catalogues, dont on est très content et dont on se sert encore aujourd'hui abondamment. Alors, suite donc à l'édition de ce catalogue, nous avons eu la chance d'avoir une étudiante, Sylvie Vaillant, qui avait fait dans un premier temps un travail de maîtrise sur cette famille d'industriels du XIXe siècle et l'industrie de la laine, et qui a été suivie d'une thèse qui a eu une excellente note et qui a été très remarquée. Donc, 3 gros volumes qui sont en consultation ici dans ce fonds Sédou. Et cette association de la famille Sédou régulièrement offre des archives. Alors, je crois que les plus belles, c'est la correspondance. La correspondance entre Auguste et Charles Sédou tout au long du XIXe siècle. Correspondance presque quotidienne. Vous voyez, c'était des enveloppes comme ça. Monsieur Alfred Sédou, industriel, rue du Paradis à Paris. Papier d'affaires et commande. Donc, correspondance bien sûr manuscrite qui a été retranscrite et qui est consultable. Alors, ce fonds s'est agrandi aussi de beaucoup de documents sur l'industrie textile et qui a tant marqué la région. Et on collectionne aussi les ouvrages anciens sur l'industrie textile. Il augmente régulièrement, ce fonds, le fonds Sédou, il est extrêmement important. L'histoire des industries, c'est bien sûr une histoire importante pour la région, je pense. Et beaucoup de travail encore dans ce domaine, beaucoup de recherches à faire pour le futur. Auriez-vous d'autres choses à nous dire par rapport au fonds? Alors, beaucoup de choses en cours. Nous avons été très contents autour de toutes ces années où le fonds local s'est agrandi, de voir que ce fonds pouvait devenir mieux connu. C'est toujours l'histoire de la communication qui est extrêmement importante. Bon, à l'époque, il n'y avait pas l'informatique encore, donc on a dû passer par d'autres modes de communication. Je me souviens que quand la bibliothèque a ouvert dans les années 80, eh bien, nous n'avions même pas l'histoire du Cateau, le volume de l'histoire du Cateau par l'abbé Mérès. Perdu. Donc on a dû le racheter à prix d'or. Vous voyez, c'est ce vieux volume. Et depuis, il a été réédité plusieurs fois, donc il a été diffusé beaucoup plus facilement. Donc actuellement, il y a un gros chantier en cours avec ce que nous appelons les notes du docteur Tizot. Alors là, pour le coup, ça n'est pas un ouvrage, c'est un ouvrage qui n'a pas été achevé et qui se présente sous la forme, comme ça, de feuillets dactylographiés. On appelle ça un tapuscrit, pas un manuscrit, un tapuscrit. Donc il y a toute une série de chemises comme ça. Alors il s'agit d'une copie, ce qu'on appelle une copie inédite, qui n'est pas parue. Donc c'est très précieux de le conserver, je pense, pour l'avenir. Alors, il y a eu une retranscription de fait par moi-même et puis surtout par Philippe Barbet, des Amis du Cambrésis, qui a passé beaucoup de temps à tout retranscrire, qui actuellement, il achève aussi la numérisation des feuillets originaux, et tout ça devrait être disponible par la suite sur un site internet, et puis paraîtra aussi par petits épisodes dans une revue dont on va dire quelques mots peut-être, qui est Jadis en Cambrésis. Je ne sais pas si vous connaissez cette revue.
Jadis en Cambrésis, très prisée des historiens locaux. Une revue qui existe depuis 1978, mais je crois, la Stéphanie, tu as un volume, voilà. On les conserve, bien sûr, tous les numéros, ils sont reliés. Voilà, donc ça paraît 3 fois par an. Et ça concerne tous les aspects de l'histoire, des coutumes, du folklore, du Cambrésis. Donc c'est une source vraiment formidable. Et je crois qu'on pourra se tourner aussi un petit peu vers Fabrice, qu'on n'a pas encore présenté jusque maintenant, mais que les historiens locaux connaissent bien, puisque c'est lui qui est à l'accueil et à la gestion de tous ces trésors, et qui a fait un travail tout à fait important sur Jadis en Cambrésis, et puis aussi d'autres revues locales. Alors nous sommes avec Fabrice qui est bien sûr devant l'ordinateur, parce que là c'est l'ordinateur qui a permis de tout changer dans le fond local et de faire des tas de choses. Alors cette revue c'est formidable, mais je disais 3-4 numéros par an depuis 1978, si on veut faire des recherches, c'est long. Alors ce qui aide beaucoup les recherches des historiens locaux, c'est ce qu'on appelle en termes de métier l'indexation. Alors pourrais-tu nous expliquer un peu en quoi ça consiste, indexer les articles de Jadis en Cambrésis, sachant que dans chaque numéro il y a 5-10 articles. 5, oui, maximum 10. Voilà. Eh ben, donc je prends, déjà il y a un total de 134 Jadis en Cambrésis, le tout dernier c'est le 134e, dont on parle de l'église Saint-Martin du Cateau-Cambrésis. Mais j'ai repris chaque numéro, et dans chaque numéro il y a un article différent que j'ai mis en note de dépouillement. Exemple, si on cherche sur justement l'église du Cateau-Cambrésis, une personne va taper Jadis en Cambrésis et église Saint-Martin. Là, il va apparaître le Jadis en Cambrésis avec le numéro. Et comme ça, il peut facilement aller dans la salle de la médiathèque et retrouver le numéro. Si, par exemple, il porte le numéro 15, il va dans le bac numéro 15, dans Jadis en Cambrésis, et il trouve facilement l'article. Et il y a souvent aussi le nom de la personne qui a écrit l'article. Voilà. J'ai trouvé que c'était très intéressant quand on s'intéresse à un village, par exemple, un village du Cambrésis. Là, on a plusieurs articles. Voilà, parce que ça ne concerne pas que le Cateau. Oui. On peut avoir Basuel, on peut avoir Viely, on peut avoir Manières, on peut avoir l'abbaye de Vaucelles aussi, on peut avoir toutes les choses. La maison Owen, Ors, ça peut être Catillon aussi. Beaucoup de sujets passionnants, et beaucoup de gens s'intéressent à cette histoire. Voilà, dont moi j'ai découvert aussi des articles que je n'avais pas pu voir avant, qui sont vraiment intéressants, et qui ne sont pas forcément sur le Cateau. Voilà. Alors c'est aussi une garantie de sérieux et d'exactitude, parce que les historiens, même s'ils sont bénévoles et amateurs, sont des historiens sérieux. Oui. Parce que sur le net, on trouve aussi beaucoup de renseignements sur les villages, mais on trouve de tout quelquefois. Et il faut savoir trier, ce qui n'est pas toujours évident. Avec Jadis en Cambrésis, voilà. C'est un label, disons, auquel on fait confiance. Voilà, justement parce qu'on a une cartésienne et vraiment historienne, c'est Christine qui est la guide touristique, qui maintenant, avec ce nouveau système, se permet de réserver en ligne tous les Jadis, et donc elle va les chercher directement. Ou alors, si elle ne les réserve pas, donc elle va directement les chercher, puisqu'elle a trouvé le mot-clé. Voilà. Actuellement, ça peut être le chemin de fer du Cambrésis, ou les souterrains et les choses sur le Voilà, les souterrains dont on parle qui viennent d'ouvrir il y a quelques temps. En ce moment, donc dans le fond local, on trouvera aussi une documentation sur les souterrains, des photographies, une ancienne exposition qui avait été très complète, des dossiers, des livres aussi sur les différents souterrains de la région, enfin bon, quand même une documentation, et qui est très très utile effectivement pour tous ceux qui travaillent dans le tourisme, notamment, ou tous ceux qui préparent des randonnées, des circuits. Ça suscite beaucoup d'intérêt, je pense, du public quand ces documents deviennent accessibles. Je crois qu'on pourra parler tout à l'heure, poser la question à Aurélien qui s'occupe du site et qui travaille aussi avec Fabrice en ce moment à comment on peut appeler ça, un circuit de découverte dans le Cateau, à la recherche de... Parce qu'il y a les grands monuments, bien sûr, les fameux trésors du Cateau qu'on connaît très bien, mais il y a aussi plein de curiosités à découvrir que les catésiens ne connaissent pas toujours. Non, et on pourra s'amuser donc à avoir
des photos, des renseignements sur ces curiosités. Grâce à tout ce travail de fourmi, hein, qui est très long, qui doit être fait de manière un peu complète pour être valable, c'est ça. Voilà. Donc il y a encore du pain sur la planche. Voilà, exactement. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Et au bonheur que cette démarche continue et que de nombreux quotidiens, mais aussi d'autres personnes puissent en profiter. Voilà, le mot de la fin.